travers ces questions épistémologiques, se posent des questions pratiques qui ne sont pas directement liées à ces journées, parce que nous, on est plutôt sur l'aspect épistémologique culturel, mais on ne peut pas les oublier dans la mesure où elles posent à leur tour des questions épistémologiques et des questions pratiques. C'est le fait que les questions qui sont traitées à travers les données ou à travers les bases de données sont complexifiées, ce qui implique de mettre en place des nouvelles démarches qui ne sont pas encore d'une tradition bien établie, y compris dans les sciences, comme l'approche systémique, qui n'est pas du tout pratiquée dans toute une série de sciences. Le but est évidemment de comprendre, de prédire, d'argumenter ou d'aider à la décision. Dans le même temps, les données ne sont jamais immédiates. Alors là aussi, on aura à discuter des différentes approches pour mettre en œuvre ces données, les différentes innovations qui, jour après jour, se mettent en place pour décoder notamment les textes ou décoder et analyser les images. Et puis se posera bien sûr toutes les questions de stockage, les méthodes utilisées, mais aussi qu'est-ce qu'on choisit de garder comme données par rapport à l'ensemble des données. Et stockage, évidemment, ça pose évidemment des questions de grandeur et d'évolution. Vous pouvez voir cette inflation des données et des moyens de stockage aujourd'hui, mais surtout ça pose indirectement des questions éthiques sur lesquelles j'en reviendrai, parce que deviennent ces données, comment sont-elles partagées, et des enquêtes montrent que beaucoup de gens, notamment là c'est d'enquêtes sur l'industrie, ne savent pas trop où sont stockées les données. Autre question sur laquelle il faudra revenir évidemment, c'est aujourd'hui la production automatique des données. Le premier exemple étant ce tremblement de terre de Los Angeles, où 3 minutes après le tremblement de terre, une dépêche a apparu sur le site des Los Angeles Times. Cette dépêche était générée automatiquement par un robot qui, à travers l'urine, a récupéré les informations et a mis en place uniquement la dépêche que je vous laisse lire. Autre point sur lequel il faut revenir, c'est tous les enjeux qui sont liés au partage des données, le fait d'identifier, de trier, le fait de travailler dans la mesure sur les bases de données avec des différents partenaires, le fait de faciliter ou pas leur accès, et notamment le grand débat qu'il va y avoir autour des open data et des outils de flux, et puis bien sûr les possibilités à récupérer ces données en les renseignant à travers des métadonnées, comment les constituer, ou comment les harmoniser à travers des ontologies. Ce qui nous a conduit évidemment aux questions éthiques. Certaines données sont à caractère personnel, d'autres sont des données ouvertes, d'autres des données publiques, et chacun de ces points pose des problèmes éthiques particuliers, notamment tout le débat qui est aujourd'hui autour des grands marchands acteurs de l'Internet, Facebook et Google, qui aimeraient mieux accéder à vos données personnelles et qui font du lobbying actuellement dans la Convention européo-américaine pour que l'Europe libère plus ces données et trouve que les règles européennes sont trop rigides. De même, l'autre problème, c'est les données publiques, la transparence qui peut apparaître à travers ces données publiques, mais qui pose évidemment la question du siphonnage des données aujourd'hui, qui a été mis en avant évidemment par la question de l'affaire Snowden, qui montre que l'administration américaine siphonne nos données, y compris les données de nos décideurs, pour en faire des usages plus ou moins obscurs. Bien, à côté de ces questions pratiques et éthiques, se posent évidemment des questions culturelles qui nous intéressent plus dans le cadre de ces journées qui sont basées sur l'éducation et la médiation. Ces questions culturelles se posent déjà au niveau des questions de lecture. C'est beaucoup de données, c'est beaucoup d'informations, et nos élèves, mais également nos étudiants, ont de gros problèmes de lecture. Et là, il y a tout un apprentissage qu'il faudra développer dès l'école maternelle sur la lecture rapide, pour pouvoir accéder plus rapidement aux données, mais surtout sur la lecture hypertexte. On a l'impression que nos jeunes sont très à l'aise avec l'hypertexte. Nous avons fait tout un ensemble de travail, il y a déjà une dizaine d'années, sur les lectures d'hypertexte, à travers
une étude européenne qui s'appelait Pollen, qu'on a repris dernièrement. On s'aperçoit que nos jeunes, qui sont très à l'aise parfois pour se repérer sur certains sites, ont beaucoup de mal à se repérer dès que les sites deviennent plus culturels ou scientifiques. Donc là, il y a tout un travail d'apprentissage de lecture en hypertexte. Évidemment, tout un apprentissage de la lecture des images. Nos jeunes, nos adultes aussi, se laissent impressionner par les images. Là, il y a tout un travail de décodage de l'image et de la façon dont on la produit et la façon dont on la diffuse. Mais tout un travail est à faire aussi directement sur les données elles-mêmes, qui sont en permanence utilisées dans la grande presse, et ceci pour la médiation. Quand on parle par exemple d'accidents de la route, on ne se pose pas toujours des questions de comment ces données sont fabriquées. Et là, on peut voir un historique par exemple. Jusqu'en 2004, on était mort sur la route si on était mort dans les 6 jours. Aujourd'hui, on est passé dans les 30 jours. Donc, problème de comparaison. De même, problème de comparaison sur les différents pays européens. Ont-ils tous les mêmes normes? Avant, on mettait des coefficients pour pouvoir éventuellement faire des comparaisons. Donc, une donnée, vous voyez, dépend évidemment de qui la prend et dépend évidemment des critères qu'on se donne. Bon, c'est le même problème sur la délinquance et la criminalité, qui font chaque année des débats gauche-droite, notamment en France, sur ça monte ou ça descend. Et là, évidemment, on peut avoir toute une série de chiffres. Maintenant, donnés séparément pour la gendarmerie et la police. Déjà, c'est intéressant de comparer les données données par la gendarmerie et la police. Un document intéressant, diffusé. Mais ces statistiques ne disent pas forcément grand-chose. Plus très souvent, ces données que nous avons mélangent les meurtres et les chèques en provision. Alors éventuellement, évidemment, on peut faire des courbes en séparant les différents types de crimes ou de délits. Mais chaque fois, il y a des critères derrière et il est intéressant d'interroger ces critères. Mais ce n'est pas la seule chose. Une baisse peut être simplement due à l'activité des forces de l'ordre, la peur du gendarme, ou éventuellement le fait qu'il y a moins de contrôle. Donc chaque fois, il peut y avoir du bien. Alors ce qui nous amène évidemment sur le plan éducatif ou médiatique à travailler sur les différents éléments liés aux données, comment problématiser les données, comment les rechercher, ce qui n'est pas forcément évident. Nos jeunes ont beaucoup de difficultés à rechercher les données, simplement à trouver les mots-clés pour les rechercher. Ensuite, comment les trier, comment les traiter. Et dans le traitement, toujours la question la plus délicate, c'est comment situer une donnée, qui donne l'information, pourquoi il la donne, à quel moment, quels sont les enjeux qui sont derrière. Et puis bien sûr, tout le travail de critique des données pour pouvoir éventuellement se faire une idée de leur intérêt et de leur efficacité. À travers ça, il y a évidemment toute la question des corrélations qui se posent pour savoir interpréter ces différentes données. Et pour le clin d'œil, on fait parfois décoller. Alors enfin se pose évidemment la question de que vont devenir nos cursus scolaires et universitaires avec le libre accès, le développement et le libre accès aux bases de données, aux plateformes numériques, aux différents MOOC, aux ateliers numériques, aux Fab Labs numériques, aux conférences TED. C'est une question qu'on peut se poser, d'autant plus que de plus en plus on peut avoir des MOOC très bien faits. En tout cas, le développement de ces données numériques risque de bouleverser profondément l'enseignement, le savoir, la pédagogie, la distance, la relation avec le prof et surtout l'évaluation. Alors, est-ce à dire que l'école va disparaître? Est-ce à dire que l'université va également disparaître? En tout cas, l'apparition de ces différentes données et les moyens d'y accéder facilement va sûrement changer notre rapport au savoir. Et bien sûr, dans la mesure où les contenus disponibles sont largement développés, dans la mesure où ils sont justement très disponibles, peut-être le contenu ne devient plus l'essentiel des cursus scolaires ou universitaires.
Et peut-être l'accent sera à mettre, bien sûr, sur les démarches pour s'approprier et traiter les données, et bien sûr sur les questions d'apprendre à apprendre qui sont derrière. En tout cas, pour ceux qui sont profs à l'université, on aura rapidement à revoir la trilogie universitaire, le cours extra-TETA, les TP et les TD, par déjà des choses plus numériques, mais peut-être par des structures tout à fait autres sur lesquelles j'aime bien discuter, parce qu'on a déjà mis en place des formules à Genève. En tout cas, pour les enseignants, le challenge, c'est de passer de la posture de maître qui possède le savoir à celle de coach qui accompagne l'élève. Comme j'aime pas trop le mot de coach, mais je n'ai pas trouvé encore un synonyme plus intéressant, j'aimerais plutôt parler de rôle de metteur en savoir, metteur en scène, metteur en savoir, et un rôle de soutien, d'une part pour créer le désir de se situer, de s'intéresser aux données, de fournir l'environnement pour permettre un travail sur ces données, et ensuite un travail de repérage, bien sûr, et notamment de réflexion sur. Voilà quelques éléments pour démarrer et que je vous soumets à votre discussion. Je vous remercie.